Salut, c'est la lecture du jour. Aujourd'hui, je vous lis un passage de Jean-Daniel Balthasar, Le divan de Staline. Deux courts chapitres. Là, l'immense table d'acajou est couverte de délices culinaires géorgiens. Kinkali, satsivi, chadi, vadi, tchakapouli, un bol énorme de kachis aux tripes de mouton aillé, des pots de lobio, des dizaines de fromages, mais surtout des tranches de sougouni, immaculées et souples comme de la soie nuptiale, le fromage préféré entre tous du petit père des peuples, ainsi que de champagne géorgien, de blanc de Géorgie, de tsolikaouri, avec bien en évidence à portée de main 3 fiasques de ce cognac de France que le camarade Staline aime mélanger à son thé quand la nuit s'avance loin. Et alignés devant les sombres lambris et les tentures, les yeux pareils à de la verroterie tirée d'un océan, les cuisinières et la gouvernante Rumichvili. D'abord, Iosif Vissarionovitch ne leur accorde pas un regard. Il tourne le dos à la nourriture, autant qu'au vivant, retire la pipe de ses lèvres, la fourre toute chaude dans sa poche et, ignorant le continent de l'Asie, les couleurs de la Corée et de la mer de Chine, il affronte la face mortuaire d'Ilitch. Le silence dans la vaste pièce devient si parfait qu'on entend les saccades métalliques des horloges militaires indiquant au-dessus des moulures de cèdre les heures et les minutes de Moscou, Washington et Pyongyang. Iosif Vissarionovitch tend sa main valide vers le masque, retient son geste, l'immobilise comme sous l'effet d'un frisson sacré. Donnez-le-moi, ordonne-t-il tout bas à Dovidkin. Des mains de Dovidkin, il le retire avec une infinie délicatesse, le palpe, laisse courir son index et son majeur sur le front et les tempes du bien-aimé mort, effleure l'arc des sourcils, les ailes du nez, tendrement épouse du pouce les paupières plates où la vie a disparu. Et tandis que sa caresse s'avance sur le masque avec cette légèreté, ce frémissement d'appréhension qu'ont les enfants au contact des chairs inconnues, d'une voix close, comme venant de l'abîme de sa poitrine, quoique assez forte cependant pour être entendue par tous, il confie comment pour la première fois sa main s'était posée sur le front de Lénine dans la terrible nuit de janvier 1924. Vladimir Ilitch était froid déjà depuis des heures, dit-il, mort depuis des heures, mort dans son corps et pas du tout en moi. En moi, tout de lui était encore bien vivant. Pas seulement nos dernières rencontres pendant sa longue et terrible maladie, mais tout ce qui avait été depuis notre première rencontre en Finlande au jour de la Noël 1905, alors que j'étais jeune et provoquant. Jeune et si ignorant, les dents toujours prêtes à claquer sur le bonheur de la Révolution. Lui, Lénine, m'avait regardé dans les yeux, et ses yeux étaient comme des aimants. Le regard d'un père qui voit le destin à travers la chair de ses fils si nombreux. Et voilà, dit-il encore, hochant la tête après un bref silence. Et voilà, 20 ans avaient passé. Vladimir Ilitch avait changé le monde, et il était brûlant en moi. Brûlant dans mes paumes, alors que ses joues étaient déjà d'un froid impossible à supporter. Je l'ai su tout de suite, camarade capitaine, dit Iosif Vissarionovitch. Pour le reste de ma vie, j'aurai besoin sans rémission de tendre mes mains vers lui pour qu'il me les réchauffe au feu de son esprit éternel. Tous les jours je le fais, tous les jours je m'approche de son visage comme maintenant. Souvent, et souvent je me dis que ses lèvres vont s'entr'ouvrir, qu'il va comme autrefois me souffler des conseils et des réprimandes. C'est comme ça. Si on m'en empêchait, camarade capitaine, si on m'en empêchait, eh bien, je deviendrais une statue de sel. Il vous suffirait de tendre la main pour me réduire en poussière. Dans le silence terrible qui suit, plein d'imagination, tout vibrant de la chair de poule et même des larmes qui ont saisi la Rumichvili et les cuisinières, les doigts de Iosif Vissarionovitch glissent encore sur le menton et les tempes, jamais sur les lèvres courtes et ourlées du masque de Lénine. Puis il ordonne « Il faudra le placer plus bas sur le mur, camarade, que je puisse le toucher sans me démonter le bras. » Ensuite, d'une manière presque enjouée, légère et dénuée de fatigue malgré la nuit avancée,
1h12 du matin de ce 21 novembre à Moscou comme à Borjomi, déjà 6h12 à Pyongyang, tandis que les Américains de Washington, Boston ou New York, en retard d'un jour, n'en sont qu'à la sortie des bureaux. Se retirant d'un pas, amenant la pipe entre ses lèvres et la rallumant de petites bouffées sèches, la pupille à nouveau vive et froide, pour ainsi dire tout entier redevenu son excellence généralissime, il est temps de considérer les cartes de la Corée, leur ruban rouge et noir à proximité des cités de Wishon, Kaechon et Anju, en bordure du cours tortueux du Chongchong, la bande cobalt du fleuve Yalu, courant se dissoudre dans l'azur de la mer Jaune, l'ombre noisette de la frontière chinoise n'étant qu'à quelques centimètres. Bon, dit Yossif Vissarionovitch à l'adresse de Dovidkin, c'est bien vos rubans, mais ils vont valser avant longtemps. Le général Proskrebitchev vous donnera les relevés pour la suite. Et d'ailleurs, comme s'il suffisait de l'invoquer pour qu'il apparaisse, Proskrebitchev entre au même instant dans la salle à manger. Dans une posture d'écolier, il tient sa serviette de cuir serrée contre son flanc. 3 pas derrière lui, débarrassé de son manteau mais n'en paraissant que plus pâle et plus volumineux, Vlassik le suit. L'un et l'autre, tout sourire à la vue du festin étalé sur la table. Mais le regard ne saurait s'y attarder. Il cherche et trouve celui de Yossif Vissarionovitch et, pour ainsi dire, se présente au rapport. Selon leur habitude du langage des yeux, ce que Proskrebitchev et Vlassik ont à confier au camarade Staline ne dure qu'1 ou 2 secondes. 3, tout au plus. Là-haut, tout va bien, disent-ils. Tout l'étage, c'est-à-dire vraiment tout. Murs, plafond et plancher des chambres, bureaux, salles de bain, réduits et placards, mais aussi les moindres meubles s'y trouvant, de même que les tuyauteries, circuits électriques, interrupteurs, lampes, tiroirs, bibelots et miroirs, cadres ou moulures de fenêtres, tout a été passé aux engins sondeurs, détecteurs de micros ou inventifs gadgets de surveillance. Résultat, l'étage est à 100% vierge des saloperies qu'affectionnent la vipère erratique Beria et l'obèse crotale Malenkov. Soit ils ont sagement jugé l'entreprise trop risquée, soit le Tchoubinski, leur âme damnée en ces lieux, n'a pas eu les couilles assez grosses pour l'accomplir. Donc, pas de souci, patron, assure-t-il avant d'ajouter d'un commun battement de paupières que, oui, la Vaudieva attend là-haut, toujours aussi belle et hautaine, toujours un morceau de choix qui ne saurait aller entre n'importe quelle main. Une promesse de divertissement que le camarade Staline accepte avec la placidité qui convient à la vigueur des anciens temps, à sa manière assurant que sur le front des femmes, on en a vu d'autres, la Vaudieva attendra bien un peu. L'heure est maintenant aux effusions de basse-cour, baisers de main, émotions impossibles à contenir, si bien que l'une des cuisinières éreintées par tous les signes de la pâmoison, s'agrippant au poignet de la Rumichvili, ploie ses lourdes jambes, réclame un baiser de son saint grand homme, réclame la vie, le souffle de la vie que toi seul, ô camarade Staline, mon aimé de rêve et de vérité, toi seul, pardonne-moi mon indécence, mais il n'est pas un jour de ma vie où j'ouvre les yeux sans le penser, toi seul peux me donner. Et comme il le lui donne, c'est aussitôt un joyeux charivari qui commence. Proskrebitchev et Vlassik clamant leur faim, gueulant leur tourment d'assoiffés. Tintamarre de verre, de rires et d'assiettes, compliments et bravos qu'on retire le couvercle dessus, le plat de kumachi, viscères de porc au safran, oignons et coriandre parsemés de graines de grenade, hurrah pour les fumantes brochettes et les dolmas arméniens à la sauce d'émail. Purée de mirabelle rouge, jaune ou verte, aromatisée à la menthe ou pouliot, champagne, vodka et cognac ruisselant hardiment dans les gosiers. Et lui, Yossif Vissarionovitch, malgré les signes de son âge et le besoin qu'il a finalement de s'asseoir, n'est pas le dernier à rire et à plaisanter, à se montrer sous un jour qui laissera dans la mémoire des présents le souvenir du patriarche affectueux, libéral de toute sa puissance retenue, d'un mouvement magnanime du front ordonnant à Vlassik de faire venir autour de la table les membres de sa garde personnelle, officiers et sous-officiers triés sur le volet, endurcis contre le pire et dont on connaît les moindres replis de la dévotion. Déjà éparpillés dans le palais, si bien qu'il n'est peut-être que Dovidkin, incapable de s'abandonner tout entier à la liesse du moment, tant son désir est grand de s'en incruster la cervelle comme d'un diamant, pour remarquer que Tchoubinski et Kouridze sont toujours relégués hors du palais dans un oubli lourd de signification. Et aussi, note-t-il presque par inadvertance,
le camarade Staline ne consomme aucun plat avant que d'autres s'en soient servis et aient déjà avalé leur assiette. Même son cognac, quoique l'ayant débouché lui-même, il l'a d'abord et galamment fait goûter à la rutilante Rubicheville. Mais le cognac est parfait, le champagne aussi, qui commencent à faire leur effet. Sans qu'on sache, de Proskrevitchev ou de Vlassik, qui est le premier à embrayer les paroles, s'élève la chanson préférée entre toutes du généralissime, celle qui lui mouillait les yeux lorsqu'il la chantait aux femmes de sa jeunesse, à chaque vers prononcé, imaginant d'avance la terreur de les perdre. Où es-tu, tombeau de mamie, celle partie sans me dire adieu, tombeau de mamie, toi parti sans un adieu, je pleure et crie à l'écho, où es-tu, sous l'icot? Cette nuit encore, ils peuvent tous percevoir l'émotion qui l'étreint, alors que vient et revient le refrain. Blanche fleur, es-tu son tombeau? La petite tombe de ma Soulico? Où, dis-moi, où es-tu, Soulico? Rengaine triste comme les leçons de la vie qu'il soutient et relance de sa voix de baryton léger, si bien que le temps et la nuit ont déjà un peu fui lorsqu'il abandonne son siège, les paupières plombées, le visage un peu clos. D'un geste, il fait signe à chacun de continuer la fête, passe sous les horloges en y jetant un petit coup d'œil. 3 heures du matin ici, 8 heures chez les Coréens, Bourbon Coca pour les capitalistes de New York écoutant les mauvaises nouvelles de Corée à la radio. Pas lent à travers le hall, vers l'escalier, où on va s'élever jusqu'à l'étage, où nous attend Lydia Semyonova. Du plat de la main, on retient les uniformes qui se proposent de nous suivre. Ça va, pas encore besoin qu'on nous porte. Bonne journée.